Eh oui, c'était changer la vie, c'était changer le monde. Vous vous rappelez de cette phrase d'André Breton? Changer le monde, disait Marx, changer la vie, disait Rimbaud. Ces deux mots d'ordre pour nous ne font qu'un. Et effectivement, c'était autant de... Mais je suis très heureux de recevoir quelqu'un qui, vous savez, depuis ce matin, on entend des tas de gens, Mitterrand, j'ai connu Mitterrand, je l'ai approché de près, de loin. Et il y a quelqu'un qui a 30 ans, a rencontré Mitterrand, et puis il est devenu son conseiller. Il a participé à la première campagne, la deuxième campagne présidentielle de Mitterrand, bien sûr, après 65, celle de 74. Il l'a suivi tout au long, effectivement, de 74 à 81. 81, donc, il y a exactement 40 ans, quand Mitterrand est devenu président de la République, Jacques Attali est devenu conseiller spécial, et il est resté pendant 10 ans, côtoyant Mitterrand tous les jours, pratiquement tous les jours, et exerçant beaucoup de, je dirais, de métiers, de domaines avec lui, tout en comptant, parce que il faut quand même se dire, Jacques Attali, il fait pas que ça. Et puis il a quitté l'Élysée il y a 30 ans, très exactement, pour continuer à la fois sa carrière d'écrivain, sa carrière de chef d'orchestre, un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui, effectivement, un espèce de pic de la mirandole. On aime ou on n'aime pas Jacques Attali, mais on peut pas lui dénier le fait qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il s'est intéressé à beaucoup de choses, et qu'il a, je dirais, pas réponse à tout, ce serait trop facile, personne n'a réponse à tout, mais qu'il a question à tout. Alors, pour revenir à Jacques Attali, bonjour. Bonjour, André. Ce que je voudrais parler aujourd'hui avec la distance, hein. On va en parler. Il y a effectivement le bon et mauvais, l'ombre et la lumière, etc. C'était pas passé de la nuit à la lumière, comme disait un certain Jacques Lang. Aujourd'hui, avec le recul, pour vous, alors vous en parlez dans votre livre, et votre livre, c'est vraiment Mitterrand et moi, ou pas moi et Mitterrand, et vous racontez beaucoup de choses dans ce livre. Il y aura d'autres jolis mois de mai, on verra, chez Fayard, mais vous racontez énormément de choses, et en même temps, vous racontez des choses qu'on peut aujourd'hui, et je vais vous poser la première question, qui est effectivement le côté, vous dites à un moment donné, Jacques Attali, vous dites ceci, vous parlez des mesures qui sont restées et qui resteront dans le... Alors vous dites ceci, vous dites il y a eu des... Attendez, je cherche... Oui, pardon. C'est le passage où... Excusez-moi. Oui, là où vous dites qu'il y a eu des mesures qui resteront et qu'il y a des mesures qui sont encore là et qu'on ne changera pas. Et en fait, c'est ces mesures sociétales et sociales. Mais vous dites aussi, il n'y a pas eu de grand tournant en 83. Comment ça se fait? Parce que tout le monde a parlé jusqu'à présent du grand tournant de 83. Oui, c'est très intéressant comment une légende fausse s'installe comme une vérité. En réalité, en effet, en 80, on a changé la vie. Ça, c'est vrai, parce qu'on a fait un certain nombre de réformes qui sont aujourd'hui des évidences. L'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, la retraite à 60 ans, les 39 heures, les lois sociales sur l'hygiène et la sécurité, la décentralisation, les radios libres, dont vous êtes un des moments, et beaucoup d'autres choses, sans compter la construction européenne et beaucoup d'autres choses. Ce qui a donné le sentiment à certains, 2 ans plus tard, qu'on trahissait ou qu'il y avait un tournant, c'est qu'en fait, on s'est posé la question de savoir s'il y avait un tournant. S'il y avait une grave crise financière qui était largement provoquée par le fait que, après l'élection de François Mitterrand, dans les jours qui ont suivi, tous les capitaux sont sortis parce que le gouvernement Giscard, encore au pouvoir, refusait de mettre en place un contrôle des changes, qui était vraiment anti-républicain. Mais en 83, il n'y a pas eu de tournant. Il y aurait pu avoir un tournant à droite si on avait renoncé à toutes les réformes, si on avait dénationalisé, renoncé à l'abolition de la peine de mort, à toutes les lois dont je viens de parler. Ou il y aurait pu avoir un tournant à gauche si on avait choisi une fuite en avant, beaucoup d'autres réformes, la stratégie qu'on appelait albanaise à l'époque, qui était conseillée par beaucoup et que François Mitterrand a failli faire. Et il ne l'a pas fait. Donc en fait, on a choisi la consolidation. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi cette consolidation, de mettre en œuvre toutes ces réformes, paraît pour certains comme un tournant. Oui. C'est qu'en fait, le pouvoir politique, une fois en place, son métier, c'est de faire les réformes. Et François Mitterrand a tenu son programme, a appliqué son programme. Mais
les intellectuels, les syndicats, les associations, les partis politiques ne sont pas repartis en guerre pour trouver de nouvelles réformes à faire. Je me souviens d'un ami très cher qui, au moment où les radios sont rendues libres, est venu me voir en me disant « Maintenant, c'est les télévisions qu'il faut rendre libres ». Cet ami, c'était toi, André Berkoff. Et c'était très bien, parce que ça montrait qu'il fallait chercher de nouvelles frontières à conquérir. Mais ni la gauche ni la droite n'a mis en place, en 83, 84, 85, de nouvelles frontières à conquérir. Et pourtant, Dieu sait qu'il en avait sur l'école, sur les enfants, sur les minorités. Et donc, il n'y a pas eu de nouveau programme. Oui, mais Jacques... Et c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas eu un tournant, il y a eu un essoufflement ou une indigestion de réformes qui fait que la France s'est arrêtée sur ces réformes-là. Oui, mais il y a eu quand même, là peut-être vous embellissez un peu le tableau parce qu'il y a eu quand même un tournant, mais c'était en 82, pas en 83. Non, aucun tournant. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, franchement, et vous étiez au cœur de la chose, vous n'êtes pas responsable de la chose, vous étiez conseiller, mais quand même, à un moment donné, les nationalisations, etc., on appliquait le programme. Hein. Oui. Je rappelle que pendant 10 ans, quand même, Mitterrand disait, enfin dans ses discours, quiconque fraye avec le capitalisme ne peut pas se considérer socialiste. Mais ne me dites pas qu'à partir de 82, il n'y a pas eu effectivement le problème de, on allait dans le mur, on ne pouvait pas aller plus loin. Non, absolument pas. Toutes les réformes prévues ont été faites, y compris les nationalisations. Ce qui n'a pas été fait, c'est les réformes non prévues, c'est-à-dire aller plus loin dans les nationalisations, nationaliser les petits commerces, mais ça c'était pas prévu. Donc, on est revenu sur les nationalisations. Absolument pas. Rien, zéro. Toutes les nationalisations prévues dans le programme de 81 ont été faites, mises en œuvre. On est revenu uniquement, c'est Chirac qui est revenu en 86 en privatisant, mais c'était un gouvernement de droite. Non, absolument pas. Toutes les réformes prévues ont été faites sans aucun recul, d'aucune sorte. C'est pour ça que c'est un mythe. Le tournant. C'est un mythe installé, on dit la gauche ne peut que se tromper, elle peut que revenir sur ses idées. C'est faux, c'est simplement faux. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait, il n'y a pas eu, et vous le savez mieux que personne, il n'y a pas eu, et c'est normal, encore une fois, c'est pas une condamnation, il n'y a pas eu rupture avec le capitalisme, alors que des millions de gens s'attendaient, à tort ou à raison, avec une rupture avec l'économie de marché et le capitalisme. Non, il n'y a pas eu parce que c'était pas prévu. C'était pas dans le programme. Dans le programme, il y avait un certain nombre de réformes majeures que j'ai indiquées là, mais rien de plus, mais rien de moins. Donc tout ce qui était prévu a été fait. Et pour aller vers la rupture totale dont vous parlez, qui n'était pas dans le programme, il aurait fallu faire un choix qui était proposé en 83 et que François Mitterrand a failli faire, de s'isoler, de rompre avec l'Europe pour construire en effet une société sans économie de marché, sans capitalisme. Il a failli le faire. Il ne l'a pas fait. C'est un grand moment de son action parce qu'il a préféré maintenir la démocratie et construire l'Europe. Donc il n'y a pas eu de tournant, il y aurait pu en avoir un, mais il n'y en a pas eu. Oui, vous dites qu'au fond, il n'y a jamais eu de tournant, c'est-à-dire que ça a été cohérent, tout ce qui a été fait est cohérent. Ce qui a été fait, c'est l'ensemble, c'est le programme. Alors il y a deux choses du programme qui n'ont pas été faites. Il y a la nationalisation des écoles, ça oui, n'a pas été faite. La nationalisation des écoles privées n'a pas eu lieu. Et tant mieux, François Mitterrand l'avait mis dans son programme, mais il était contre. Et puis il y a une deuxième chose qui était anecdotique, j'en parlerai pas davantage, mais la vraie réforme majeure qu'il n'a pas accomplie, c'est la nationalisation de l'école privée. Oui, qui est restée, oui, il y a eu les manifestations, voilà. Et lui-même était contre. Etc. Lui-même était contre, donc il ne l'a pas fait, heureusement. Alors, dites-moi, par rapport à ça, et on va en parler juste après ceci, on va parler peut-être du François Mitterrand tel que vous l'avez connu, juste après ceci. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et avec Jacques Attali, conseiller spécial du président Mitterrand de 1981 à 1991, il y aura d'autres jolis mois de mai, un récit chez Fayard de, effectivement, ce qui s'est passé avec lui, avec Mitterrand, ce qu'il a pu observer. Je rappelle quand même qu'il avait fait très longuement dans les 3 volumes de Verbatim, toujours chez Fayard, que l'on peut se procurer bien sûr, et dans C'était François Mitterrand. Il a beaucoup écrit François Mitterrand. Juste un mot, pour finir avec ce programme. Je vous cite, Jacques Attali. Vous dites, il n'y a donc pas eu de tournant. Ok, vous l'avez dit. Sinon que 1983 est le moment où la gauche épuisée cesse de concevoir des projets nouveaux, et elle a réalisé ses promesses de 81 et en restera là. C'est pas un constat. C'est pas un constat d'échec, ça? Pas du tout. C'est ce que je viens de vous dire. C'est que la gauche a fait... Il n'y a pas eu de tournant.
Oui, j'ai bien compris. C'est pas un tournant. Mais pourquoi elle s'est épuisée? Parce que la droite aussi s'est épuisée. Personne n'avait de programme. Personne n'avait de programme pour la suite. Et la France, depuis cette époque, continue de souffrir de ça. Depuis cette époque, il n'y a pas de programme. Non. Depuis le programme, cette époque, quand le président a été élu avec un programme, ni Jacques Chirac qui s'empressait de vouloir rien faire, ni Lionel Jospin élu par hasard et qui ne s'attendait pas à être Premier ministre et qui n'avait pas de programme. Alors ils ont tous improvisé des choses, mais personne n'avait de programme, parce que personne n'avait mûri un programme. Et c'est pour ça que j'attache tellement d'importance, à l'heure où nous parlons, à la préparation de programmes de gauche comme de droite. Donc c'est toute la société française qui a eu... Mais ça a continué. Ça a continué après. Avec Sarkozy, avec Emmanuel Macron, avec François Hollande. Et avec la gauche d'aujourd'hui, qui pas plus que la droite. Demandez à la droite d'aujourd'hui si elle a un programme, vous verrez ce qu'elle veut. Oui, mais la gauche non plus. Enfin, non, mais c'est pour ça que je vous dis, la société française en général. Mais c'est aussi le rôle des intellectuels, des associations, des syndicats, que de proposer des réformes. Entendez-vous les syndicats proposer des réformes? Enfin, le rôle des politiques est aussi de le faire. Le rôle des partis politiques. Oui, des partis politiques. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous le savez. Le reflet des associations, ce sont des écuries candidats, ce sont plus des... Ouais. Mais vous avez ajouté juste quelque chose avant de passer à... vous dites, vous savez, vous parlez de la cohabitation, qu'en 78, on pensait que la gauche allait remporter les élections législatives, et puis elle ne l'a pas remporté, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing, et vous dites ceci... ce fut le cas de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, voilà. Vous dites, celui qui gagnait ces élections législatives perdrait la présidentielle suivante. Il suffit pour s'en convaincre d'imaginer l'état de l'opinion en 81 si un gouvernement de gauche avait appliqué son programme à partir de 118 depuis Matignon. Valéry Giscard d'Estaing aurait été triomphalement réélu en mai 81. Oui. Ça veut dire que son programme de gauche aurait été une calamité. Non, pas une calamité. C'est exactement le même que celui qu'on a appliqué en... Oui, mais pourquoi Valéry Giscard d'Estaing aurait été réélu triomphalement? Parce que en 83, comme ça aurait été le cas en 81 si on avait gagné en 78, oui. L'opinion était déçue parce que les réformes n'avaient pas encore fait effet. Je vous rappelle que quand nous avons commencé la nationalisation, il a fallu passer par une marathon parlementaire extrêmement longue, tout à fait nécessaire, puis des recours en Conseil constitutionnel, ce qui fait que c'est seulement en 83, mi-83, que les nationalisations étaient effectives et qu'on a pu commencer à investir, à relancer la machine que le capitalisme combattant ne voulait pas relancer. Donc, il y a eu un moment de grandissement, au point d'ailleurs qu'ensuite la popularité de François Mitterrand est montée. Je vous rappelle qu'il a été réélu en 88. C'est vrai, en 86, il a perdu, enfin on l'a perdu, vous avez perdu les législatives. De justesse, en fait. Et il a gagné les présidentielles de 88. Donc c'était en fait le sentiment tout à fait naturel que le fruit des réformes n'était pas assez rapide. Alors, justement, parlons maintenant de l'homme. Vous l'avez vraiment... S'il y a quelqu'un qui l'a côtoyé, notamment c'est vous, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais enfin, vous l'avez côtoyé très fortement. Si aujourd'hui, avec le recul, il est mort en janvier 96, vous, aujourd'hui, avec le recul, vous avez fait ce portrait, vous l'avez fait à plusieurs reprises, mais en quelques mots, en expression, vous le qualifieriez de comment? Est-ce que ça a été votre mentor quelque part? Moi, j'étais très proche de mon père. J'ai eu beaucoup de grands professeurs, de grands maîtres intellectuels. Non, c'était pas un mentor, c'était une sorte d'oncle. C'est le seul patron que j'ai eu dans ma vie. C'est tonton. Voilà, c'était un oncle pour moi. C'est le seul patron que j'ai eu dans ma vie. J'ai dirigé sa campagne de 74. Il a fait confiance à un inconnu de 30 ans pour diriger sa campagne en 74. J'ai ensuite dirigé sa campagne de 81, donc c'était vraiment une situation incroyablement de confiance. On était devenus en effet très amis, avec presque 30 ans d'écart d'âge, très proches. On parlait beaucoup de théologie, de littérature, de femmes, de la vie tout court, beaucoup plus que de politique qui nous rassemblait, parce qu'on avait une connivence extrême. En effet, comme vous l'avez dit, on se voyait sans cesse. Je le qualifierais en disant que c'était un provincial. Il est resté provincial. Complètement provincial. Ouais. Extrêmement cultivé sur la France, connaissant par cœur du bout des doigts l'histoire de France, une passion pour la France, connaissant jusqu'au bout des doigts les élections cantonales du moindre canton, les écrivains connus seulement dans leur village, les contes et légendes de chaque région de France. Il connaissait ça, mais par cœur, on pouvait aller nulle part sans qu'il vous raconte toutes ces histoires. Donc, et puis la terre aussi, les arbres, il avait une passion pour la terre, pour la nature. Une grande... et donc c'était un homme de raison, c'était un homme très modéré, très raisonnable, extrêmement lucide, et tout à fait obsédé par l'idée de est-ce que ce que je fais est bon pour la France dans 30 ans. C'est ce que j'ai appris avec lui d'ailleurs, parce que nous jugions tout à l'aune de la
l'impact à 30 ans de ce qu'on faisait. D'où des choses... Bon, c'est pour ça qu'un jour, je lui avais demandé, je le raconte dans ce livre, c'est quoi la qualité principale d'un homme d'État ? Et il m'avait répondu, j'aurais voulu vous répondre le courage, mais c'est l'indifférence. Ça veut dire il faut avoir... Bizarre. Non, Oui. ça veut dire il faut être tellement sûr de ce qu'on fait et qu'il faut le faire. C'est d'ailleurs la raison qui a motivé son élection. Je le raconte aussi dans ce livre, qu'en mars 81, 2 journalistes lui ont tendu un piège en lui posant une question sur la peine de mort. l'abolition de la peine de mort. Il a répondu « Oui, je sais, les Français sont pour le maintien, moi je suis contre, et je le ferai si je suis élu. » C'est-à-dire, c'est une forme d'indifférence parce que je crois profondément à ça. Et ça a convaincu l'opinion parce qu'on s'est rendu compte que cet homme était sincère. C'est ça la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui accepte d'être provisoirement impopulaire. C'est sûr, enfin, qui va contre, effectivement, l'opinion publique. Les sondages étaient tous, effectivement... Mais vous dites que je ne suis pas sûr que ce soit ça qui a fait son élection, puisque c'était le contraire. Mais quand même, il y a quelque chose qui est un peu... qui est paradoxal chez lui. C'est qu'en même temps, il vous dit ça, mais vous dites, il était obsédé par la France dans 30 ans. Mais si on regarde l'état présent, 40 ans après, il doit se retourner dans sa tombe. Regardez, franchement, l'état de la France, je ne dis pas que c'est catastrophique, je ne veux pas jouer les collapsologues. Enfin, on ne peut pas dire que ça va bien. Ça pourrait être beaucoup mieux, c'est sûr, c'est beaucoup mieux, mais on ne peut pas lui faire reproche de ce qui s'est passé après lui. On peut lui faire reproche... Le second septennat, voilà, quand on même, peut lui faire reproche du second septennat. Ouais. Parce qu'il a joué le jeu général qui s'est installé dans la société française à ce moment-là de cohabitation. Et une cohabitation avec Chirac, puis une cohabitation avec Rocard. Et lui-même s'est obsédé, parce que c'était passionnant, par la politique étrangère. Je vous rappelle que c'était la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, la réunification allemande. On avait des enjeux majeurs. Il s'agissait de construire l'Europe. Et donc là, il s'est obsédé là-dessus. Et il a réussi, pour ceux qui sont comme moi favorables à cette construction. C'est une immense réussite qui lui doit tout. Il a réussi à rimer l'Allemagne. On a posé des conditions à l'Allemagne qu'elle aurait pu refuser. Enfin, c'était une négociation passionnante. J'étais très, très heureux d'être au premier rang dans cette négociation à ses côtés. Donc, il a fait tout ça. Et son second septennat est marqué par ça, la construction européenne, qui aurait pu échouer un autre président de la République française s'il n'avait pas posé les 3 conditions qu'il a posées à l'Allemagne, si on n'avait pas eu... Mais il a un peu négligé la France, du coup, franchement. Et il a laissé la France aux mains de son Premier ministre, Michel Rocard, et dont on peut dire de sa façon que malheureusement, il n'était pas mécontent de ses échecs. Ouais, voilà. Il ne sentait pas, et d'ailleurs dans sa lettre aux Français, je raconte tout ça dans ce petit livre, il n'y a pratiquement pas de proposition de réforme. Mais par exemple, Jacques Attali, je prends une chose, 89, vous vous rappelez, l'affaire du foulard de Creil, les voiles, les 3 étudiantes voilées qui arrivent, Jospin était ministre d'éducation, il botte en touche, il renvoie au Conseil d'État qui botte en touche. Là, vous parlez, vous dites c'est très important la laïcité, mais elle en a pris un sacré coup en 89. Ça a commencé là. Ça commence là. On a cette obsession dès ce moment-là. Moi, je suis encore à l'Élysée pour 1 an à ce moment-là. Oui. On a cette obsession de l'intégration. Très tôt d'ailleurs, dès 82, 83 et encore plus à ce moment-là, on a l'obsession d'intégration. On voit venir. On était d'ailleurs convaincus que ce qui se passe aujourd'hui se passerait plus tôt. Que les divisions, oui, que tout on était ça. convaincus que ça arriverait plus tôt. On l'a peut-être ralenti avec énormément de projets, de programmes, d'argent dépensé, d'intégration, de mécanismes plus ou moins réussis. On a fait des merveilles en matière d'urbanisme, peut-être beaucoup moins de merveilles en matière d'éducation, qui a été un échec commun de toute la société française. Mais on sentait cette menace tout de suite de ce qui s'est passé ensuite. Et pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Il y a eu des réactions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Les projets sur les banlieues, sur... Oui, mais vous savez très bien qu'il y a eu des milliards dépensés, pas seulement sous François Mitterrand. Là, je parle gauche et droite confondus, qui ont donné les résultats que l'on voit. Non, mais des résultats qui sont encore incertains, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Je vais débat avec quelqu'un qui dramatise cela, il ne faut pas exagérer non plus. La société française réussit l'intégration de ces nouveaux venus et des enfants de ces nouveaux venus beaucoup mieux que la société anglaise, que la société belge, que la société américaine. Il faut comparer les autres. Oui, eux, ils ont communautarisé. Voilà, exactement. Et nous sommes les seuls à avoir refusé la communautarisation, qui est mortelle. La communautarisation conduira à la guerre civile en Grande-Bretagne et aux États-Unis. J'en suis absolument convaincu. Chez nous, on fait tout pour l'éviter.
en faisant que que le français soit la seule langue, que la laïcité ferme et claire soit la règle, et ceci est un point commun, un trésor commun, mis à part d'une partie de l'extrême gauche, qui est, de ce point de vue, coupable, de mon point de vue. Faire en sorte, c'est un trésor commun de la nation, la laïcité. Le fait qu'on ne parle que français, le fait qu'on vive en France en français reste... oui, mais beaucoup de choses à faire là-dessus. On en reparle tout de suite après les informations. Jacques Attali, on reste avec vous et on se retrouve juste après les infos. Et nous donnerons aussi la parole à nos auditeurs, 0826 300 300. Vous venez justement autour de l'élection de François Mitterrand nous dire ce que vous en pensez justement du livre de Jacques Attali. Il y aura d'autres jolis mois de mai chez Fayard, je le rappelle. Vous revenez aussi sur la nouvelle lettre des militaires d'Active. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Beaucoup de détails, beaucoup de choses sur François Mitterrand. Effectivement, on ne vit pas à côté de quelqu'un, une personnalité comme celle-là, ou comme d'autres d'ailleurs, ceux qui ont vécu auprès d'un certain nombre de gens, sans effectivement avoir... Et il y a deux détails, après on va parler aussi de vous et de vos rapports avec lui, mais il y a deux détails qui m'ont très interpellé dans votre livre. Vous dites à un moment donné, au moment de son voyage au Liban, vous savez, il avait prévenu personne, et il avait décidé d'aller au Liban. Et vous avez cette phrase quand même, à plusieurs reprises, j'ai ressenti chez lui ce désir presque explicite de finir assassiné. Oui, c'est un côté romantique. C'est un côté romantique, un côté aller au bout et mourir pour des idées. Il avait un soir de 86, après la arrivée de Chirac au pouvoir, on a eu le sentiment qu'une partie de la droite voulait un coup d'État, et on a passé la nuit à l'Élysée, dans cette attente, d'un moment très précis. Bon, et c'est évidemment pas question de cela, mais et il a joué avec l'idée que le sort d'Allende ne lui déplairait pas. Mais c'était pas un jeu intellectuel ? Oui, c'était ça. C'est plus que ça, quand même. Un peu plus que ça. En tout cas, il était prêt à l'assumer sans lâcheté, voilà. Oui, parce que explicite de finir assassiné, c'est fort quand même. Là, quand il prend l'avion pour le Liban, sans prévenir personne, dans une situation extraordinairement dangereuse pour lui, parce que tout ça a été très surveillé. Oui, c'est vrai que c'était en pleine guerre, en plus. Personne n'était au courant de son départ, ni de son vol. Et qu'il a laissé, pour moi, à moi, deux lettres à remettre à je ne sais qui, parce que j'ai pas vu les lettres. Ah oui, en cas de malheur, quoi. En cas de malheur, il laisse deux lettres dans son bureau ouvert, et il me montre qu'il met les lettres dans son bureau ouvert, et il me dit, si je ne reviens pas, vous prendrez ces lettres et vous saurez quoi faire. Donc c'était quand même un sentiment, naturellement pas ouvert ni son bureau ni ses lettres, puisque heureusement il est rentré le soir même. Et l'autre détail tout à fait en port chinois à Pouilly, évidemment, on se rappelle de son enterrement, mais là vous racontez le sommet de Versailles en 1982, le grand dîner dans la galerie des Glaces, et vous dites à un moment donné qu'il veut voir effectivement le plan de table. Oui. Pour la raison, vous pouvez le raconter, que ces deux femmes étaient là. Mais qui ces deux femmes ? Sa femme, Danielle, il voulait inviter Anne à ce dîner, et il fallait qu'elle soit à table d'une telle façon que Danielle ne la voit pas. Donc nous avons passé, alors qu'on avait d'autres chats à fouetter ce soir-là, on a passé un peu de temps à faire le plan de table. C'est formidable. Vertige de l'amour et d'une certaine bigamie, mais pourquoi pas, hein, que celui qui n'a jamais péché, et on peut se demander si c'est un péché d'ailleurs. Et alors j'en arrive à ce point, Jacques, qui est intéressant, parce que vous en parlez, vous l'abordez, et c'est bien que vous l'abordez, c'est les zones d'ombre de François Mitterrand. Je parle de quelque chose dont on a déjà parlé, vous et moi, mais vous en parlez dans votre livre, c'est l'histoire de René Bousquet. René Bousquet, donc, je rappelle, chef de la police politique de Vichy, organisateur de la rafle du Veldiv. Et un jour, Mitterrand vous demande de venir déjeuner avec lui. Il n'était pas encore président, c'était un moment pour le rejoindre après au Parti Socialiste. Et vous voyez quelqu'un, vous ne le connaissez pas bien sûr, et vous lui demandez, et il vous dit, oui, c'est René Bousquet, chef de la police politique de Vichy. Et vous dites... mais comment vous déjeunez et racontez, s'il vous plaît, parce que on va terminer là-dessus. Il me dit, il y avait à ce déjeuner Henri Freinet, le patron du grand réseau de Libération et Compagnons de Libération. Il y avait plusieurs résistants. Et après ce déjeuner, il m'explique qui était à table, ce qu'il n'avait pas fait, et il arrive sur René Bousquet. C'était avant qu'on sache la rafle du Veldiv, donc on ne connaissait pas du tout. Certains savaient quand même. Non, mais on ne savait pas. En tout cas, personne... Non, on ne savait pas, puisque Darquier de Bellepoix... Non, mais comment vous expliquez, comment vous expliquez qu'il a reçu... Je vais continuer. Allez-y. Et donc, je lui demande, quand il m'explique qu'il en effet, il a été secrétaire général de la police,
Il m'a dit, mais attendez, il a été arrêté par les Allemands, puis ensuite jugé après la libération, mais il a été acquitté. Tout ça est vrai. Oui. Tout ça est vrai. Oui. Mais je lui ai dit, mais quand même, vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de Vichy, il m'a dit, la période était très compliquée, il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Et donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une période incroyablement compliquée, qu'il y avait des monstres qui, pour se ménager leurs arrières, se sont arrangés pour sauver la vie de quelques grands résistants, pour créer les conditions qui ont été remplies ensuite, qu'ils témoignent en leur faveur. Donc, vous savez, la France n'est pas belle à voir, cette période. Hein. Les résistants sont très nombreux. Enfin, que le principal président de la gauche ait été décoré de la Francisque de Pétain en 1942, quand même. On va pas revenir là-dessus. Oui, non, il a été, mais il était déjà parti dans la résistance, c'était une couverture. Et il est parti en avril 1942 dans la libération, plus tard qu'il me l'avait dit. D'ailleurs, moi, je l'ai su qu'après, ça. Oui, parce que vous dites, pardon Jacques, c'est important, vous le dites dans le livre, hein, c'est quoi? Oui. Vous dites, je lui en voudrais beaucoup, à Mitterrand, de m'avoir menti pour finir par penser qu'il avait raison de le faire. Oui. S'il m'avait dit cette vérité, qu'il avait été 2 ans à Vichy, en ce jour d'avril 1974, je n'aurais sans doute jamais travaillé avec lui. Oui, franchement, vous le dites a posteriori ou... Non, mais je le pense vraiment. Quand il m'a demandé de diriger sa campagne, je lui ai posé la question. Vous avez eu la Francis, pourquoi? Expliquez-moi. Il me l'a expliqué, il m'a dit qu'il était resté quelques semaines à Vichy. J'ai appris bien plus tard, en 92, qu'il était resté 2 ans, donc évidemment ça fait un choc. Et c'est vrai que si j'avais su, je ne suis pas sûr que j'aurais travaillé avec lui. Et j'aurais eu tort. Parce qu'en réalité, il n'a rien fait de mal dans cette période. Il a été simplement planqué dans un service pour partir dans la résistance, bien plus tôt que bien des gens qui ont fait des grandes carrières. Je ne veux pas rappeler le nom des ministres gaullistes qui ont été des collabos jusqu'à l'ultime moment. Bon, enfin, Bousquet, c'est quand même c'est dur à avaler. Bousquet, c'est rare du Veldiv. Mais dites-moi, juste au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais que vous devez partir, vous avez, mais Jacques Attali, aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui avec le recul, hein, parce que vous avez fait beaucoup d'autres choses depuis. Que reste-t-il? Aujourd'hui, je préfère regarder devant. Et je ne suis pas un Mitterrandolâtre, je ne suis pas un membre du Parti Socialiste, je suis un intellectuel, un écrivain, j'ai beaucoup d'actions, je préside une fondation Poésie Planète, j'ai beaucoup d'activités par ailleurs, j'écris des livres sur bien d'autres sujets. Je ne suis pas lié à cet univers. Non, mais justement, votre regard. Mon regard, c'est que c'est un très grand président qui a fait des réformes absolument majeures, et que le même homme, le même programme aussi ambitieux nous manque aujourd'hui. Il faudrait un programme aussi ambitieux, et pour ne rien vous cacher, je suis en train, non pas d'être préparé à une candidature personnelle, mais je suis en train de préparer... Vous ne présentez pas là. Non, mais je prépare un programme. Parce que je crois que ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est un programme ambitieux, et je vois avec consternation les luttes politiciennes, qui sont des luttes de personnes et pas d'idées, et je pense qu'il faut mettre les hommes politiques devant leur mesquinerie et montrer qu'un grand programme de transformation de la société française est possible. Et juste un mot, vous avez amené, c'est vous, et on le sait, je le sais très bien, c'est vous qui avez fait connaître François Hollande, et d'ailleurs Ségolène Royal, que vous avez pris dans votre équipe en dès 81, c'est vous qui avez fait amener Emmanuel Macron. Je ne dis pas que vous êtes le faiseur de roi, mais quand même, Jacques, avec la commission Attali, et puis le reste... Que pensez-vous des 2 personnes que vous avez amenées? Il est 13h11, je devais partir à 13h10, vous me réinviterez. Oh, no comment, no comment. C'était le Joker de Jacques Attali. Jacques Attali, donc écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du président de la République. Voilà. À l'occasion des 40 ans de l'élection de François Mitterrand en 1981. Et je rappelle le titre de son livre, Il y aura d'autres jolis mois de mai chez Fayard. Eh bien, c'est à vous maintenant de réagir. 0826 300 300, vous aurez la parole dans quelques minutes. Vous pouvez revenir justement sur l'échange avec Jacques Attali et sur son Joker. Et vous pouvez revenir évidemment sur la nouvelle lettre des militaires d'Active. Allez, à tout de suite.